Désémotiver son rapport aux prédictions. Donc, je vais demander au plan de faire une lecture dans le cadre de ce début d'enregistrement. En fait, la façon que je vais procéder, c'est que je vais fermer les yeux pour entrer dans un état d'intériorisation. Par la suite, je vais utiliser l'une de mes mains avec un crayon pour faire des mouvements de gauche à droite ou de bas vers le haut. Donc, bref, des mouvements de crayon. C'est des mouvements dans lesquels je n'écris pas des lettres, là. Je fais tout simplement des barres. Pourquoi? Parce que lorsque j'effectue ça en tant qu'ego, ça favorise un état de transe en moi. Donc, le mouvement répétitif occasionne un état de transe qui me rend disponible à ce moment-là à canaliser des choses. Donc, c'est un petit peu le même principe que, par exemple, il y a chez les gens qui vont procéder à de l'hypnose. Donc, pour induire un état hypnotique, il y avait entre autres des hypnotiseurs qui utilisent un pendule qui va faire osciller de gauche à droite et ensuite l'hypnotiseur va demander au sujet de fixer des yeux le pendule qui bouge de gauche à droite pour induire un état de transe. Au même titre que, par exemple, dans le passé, il y avait des gens qui utilisaient le chant des tambours, notamment dans certaines tribus, pour induire un état de transe. Donc, en faisant des sons répétitifs avec le tam-tam, ben, ça favorise une entrée chez l'individu dans un état de transe. Donc, moi, j'utilise le crayon en faisant des barres. Donc, ça me donne certains résultats. Et puis, je vais poser la question au plan de la lumière. Donc, désémotiver son rapport aux prédictions. Pourquoi il faut désémotiver donc son rapport aux prédictions? Parce que tant que l'être humain, donc ça me dit intérieurement que tant que l'être humain est émotif en relation avec les prédictions qui sont faites, l'être humain à ce moment-là va dépenser une grande quantité d'énergie pour générer les émotions en son sein, alors que cette énergie pourrait être utilisée à autre chose. Donc, autrement dit, si l'être humain serait capable d'être neutre dans le mental lorsqu'il est exposé à des prédictions, des éléments qui se rapportent à l'avenir, qui sont annoncés, eh bien, à ce moment-là, l'être humain ne gaspillerait pas inutilement ses énergies vitales à réfléchir les prédictions et ainsi à les émotiver. Donc, autrement dit, quelqu'un qui réfléchit des prédictions ou quelconque information qui lui est présentée dans le mental, c'est-à-dire des formes pensées, bien à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il va dépenser de l'énergie qui pourrait être utilisée ailleurs. Parce que l'énergie que l'être humain n'utilise pas pour canaliser du matériel nouveau, mais plutôt de réfléchir du matériel qu'il a cheminé, ben à ce moment-là, c'est pas de l'énergie qui va le servir. Dans le sens que si, par exemple, un être humain, au lieu de vibrer à la peur parce qu'on lui présente des prédictions concernant l'avenir qui sont catastrophiques et dignes d'un film d'horreur, l'être humain, plutôt, utilise son énergie non pas pour vibrer à la peur, mais plutôt pour questionner la source qui est en lui et demander à sa source, est-ce que c'est réel, ces prédictions-là? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est intelligent de vibrer dans le ici et maintenant la peur par rapport à un avenir incertain qui m'est présenté? C'est intelligent. Donc, si moindrement l'être humain fait preuve d'esprit critique, il réaliserait que de émotiver les prédictions, donc vibrer à des états de dégoût, de peur, de colère, etc., dans un sens subjectif par rapport à des choses. Mais c'est pas nécessairement la colère que les gens vont vibrer par rapport aux prédictions, c'est souvent par rapport à de la peur, une certaine tristesse, un certain élément au sein de la personne qui va la garder dans un état d'impuissance. Tu sais, dans le sens que si la personne, par exemple, écoute un documentaire sur Internet qui prédit des événements catastrophiques en matière de changement climatique et que la personne, en écoutant ça, se met de plus en plus à vibrer à la peur, puis la personne devient climato-anxieuse, pour utiliser un terme en vogue actuellement, bien, à ce moment-là, la personne s'est nourrie une anxiété par rapport au changement climatique et elle voit cela comme une fatalité. Bien, à ce moment-là, ça le garde dans un état d'impuissance dans le moment présent par rapport à des événements qui sont projetés par rapport à l'avenir, mais qui ne sont pas encore arrivés. Si la personne n'est pas capable de rester intacte dans le mental par rapport à des formes qui lui sont présentées,
eh bien à ce moment-là, il n'est pas libre de la forme et à ce moment-là, il est déstabilisable par l'environnement. Donc, si la personne est stable psychiquement, qu'on lui fasse des prédictions catastrophiques à l'égard des changements climatiques, à l'égard de la surpopulation, à l'égard des problèmes de pollution, ou même de l'avènement de robots à l'image de Terminator en lien avec les développements récents en matière d'intelligence artificielle, ben, peu importe les menaces qu'on lui présente à travers des prédictions, si la personne est stable psychiquement, elle peut prendre en considération ces menaces. Il peut y avoir des éléments qui, dans une certaine mesure, peuvent être fondés. Mais elle va être capable de prendre ça en étant stable psychiquement, c'est-à-dire en restant centrique et en contact avec sa source. Donc, autrement dit, elle ne se laissera pas déstabiliser par ça. Puis pour ce qui est de la question des prédictions, donc, par rapport aux prédictions, au fil de l'humanité, il y a eu plusieurs prédictions qui ont été faites. Et les prédictions ont eu différentes fonctions. Dans certains cas, il y a eu des prédictions qui ont visé à amener des gens à changer de comportement. Donc, autrement dit, si, par exemple, une personne est exposée à un documentaire choc sur les problématiques futures en relation avec la pollution, ben, ça peut mobiliser une certaine partie de la population pour arrêter de générer autant de pollution, puis utiliser des technologies qui sont davantage respectueuses de l'environnement. Donc, ça peut avoir ça comme fonction. Donc, les prédictions peuvent avoir une fonction, dans certains cas, en présentant des scénarios à caractère catastrophique, de passer à l'action, de mobiliser des gens à apporter un changement pour empêcher que ces dernières se réalisent. Ça, c'est un volet. Par contre, dans certains cas, les prédictions ont servi à garder les gens dans certains espoirs et dans l'impuissance. Dans le sens que, par exemple, il y a des gens qui ont cru que Jésus-Christ reviendrait sur terre et qu'il allait les sauver. Donc, si la personne vit en fonction de la croyance qu'un jour, Jésus, le Christ, le Messie, va venir sur terre pour les sauver, puis elle ne fait rien concrètement pour améliorer sa vie, pour s'ajuster à l'intelligence qu'elle porte en elle, ben à ce moment-là, elle reste dans un état d'impuissance, puis elle justifie, puis elle rationalise cet état d'impuissance et de stagnation psychique en remettant sa vie dans les mains de Jésus-Christ et surtout dans l'espoir qui lui est acheminé dans l'esprit, qu'à quelque part, il y a un être là, qui va venir s'occuper d'elle, qui va prendre en charge sa vie et qui va s'occuper à sa place d'être heureuse. Cette personne-là. Parce que l'espoir, au niveau vibratoire, c'est plus bas que la vibration qui est sur le plan supramental. Donc, au niveau vibratoire, l'espoir va toujours rattacher des gens de l'astral, du mémoriel, à du désir, à de l'ego, à de l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est réellement conscient, il ne peut pas vibrer à de l'espoir, parce que vibrer à de l'espoir, c'est vibrer en décalage avec le réel. C'est vibrer en décalage avec l'intelligence de l'esprit. Quelqu'un qui est dans son intelligence ne vibre pas en fonction de l'espoir d'être, par exemple, intelligent dans le futur, étant donné qu'il l'est maintenant. Quelqu'un qui est en harmonie avec sa source dans le ici et maintenant, il ne désire rien par rapport à l'avenir, étant donné qu'il est totalement installé dans le moment présent. Donc, quand quelqu'un vit en fonction d'un espoir, c'est parce que la personne n'assume pas totalement le moment présent, puis est en décalage, est en dissociation psychique avec ce qui se passe dans le ici et maintenant. Mais quelqu'un qui est totalement là, il ne serait pas intéressé à nourrir des prophéties dans son mental en les réfléchissant, qui va lui donner des espoirs par rapport à l'avenir. Donc, quelqu'un qui écoute des prophéties où on lui parle que les extraterrestres vont éventuellement venir sur Terre, se manifester publiquement pour apporter des nouvelles technologies pour améliorer la condition humaine. Et si la personne croit à ça, puis elle vit dans l'espoir que les extraterrestres vont améliorer la vie sur Terre, ben à ce moment-là, ça peut garder cette personne dans un état de passivité parce qu'elle ne fera rien pour améliorer concrètement sa vie. Parce qu'elle va attendre après les extraterrestres avec leurs solutions. Tandis que la personne qui entre dans son intelligence réellement, elle s'en fout des extraterrestres. Elle s'occupe, en se mettant en action, en agissant concrètement dans la vie de tous les jours, d'être bien dans sa peau. Que les extraterrestres viennent ou qu'ils ne viennent pas, la personne qui vit en fonction de son intelligence ne cherche pas à dépendre de l'intelligence
d'extraterrestres qui va être présenté par certains médiums comme étant plus évolué que l'être humain. Mais en réalité, l'être humain qui est en harmonie et qui a intégré l'énergie réelle de son esprit peut générer une puissance vibratoire qui est même inconnue à certaines sortes d'extraterrestres qui n'ont pas expérimenté la fusion. Parce que, après tout, le phénomène de la fusion entre l'âme et l'esprit que des êtres humains expérimentent présentement sur Terre, c'est particulier à la civilisation humaine. Donc, autrement dit, s'il y a d'autres peuples de type humanoïde qui ont connu des développements différents, eh bien, c'est possible qu'un peu comme les êtres humains inconscients de l'époque actuelle, eh bien, il y ait des extraterrestres qui n'aient pas connu le processus de la fusion. Ce qui fait que la personne sur le plan terrestre, au niveau humain, qui a intégré le processus de la fusion, ou qui a vu une intégration partielle parce que c'est entombé dans sa psyché, mais que c'est un mouvement qui continue et s'accélère dans sa vie, bien à ce moment-là, elle présente un avantage créatif que ne dispose pas de, par exemple, l'extraterrestre, qui, un peu comme les êtres humains inconscients, fonctionne juste au niveau de l'âme. Un extraterrestre qui fonctionne au niveau de l'âme, quand même qui a accès à une technologie sophistiquée qui lui permet de parcourir d'immenses distances dans le cosmos à une très grande rapidité. Si cette technologie s'appuie sur les mémoriels que cet extraterrestre peut bénéficier par rapport à l'espèce dans laquelle elle vit, qui a connu des développements technologiques s'échelonnant sur plusieurs millénaires, ben, c'est un avantage technologique au niveau de la forme, mais ce n'est pas un avantage au niveau vibratoire, étant donné que tout ce qui s'appuie sur la forme est limité. Parce que la vibration est plus forte que la forme. Donc, autrement dit, un être humain qui a accès à une conscience vibratoire et de nature créative, quand même que cet être humain-là n'ait pas bénéficié du support technologique qui est présent chez une civilisation extraterrestre, il est possible que cette personne-là, qui est capable de canaliser le réel à travers sa parole de nature créative, soit capable de générer une vibration qui est plus élevée que celle de l'extraterrestre qui fonctionne à partir de technologies sophistiquées. Donc, autrement dit, il faut que l'être humain, à quelque part, à un moment donné, arrête d'envier les extraterrestres, comme le font plusieurs personnes, et arrête aussi de croire en des prophéties que les extraterrestres sont là pour y faire plaisir puis jouer au sauveur avec l'être humain. Si les extraterrestres interviennent sur Terre, c'est parce que quelque part, ça leur sert à quelque chose. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui a été généré par des entités de haute spiritualité pour faire miroiter à l'homme qu'à quelque part, il est supporté puis aidé d'une manière inconditionnelle, mais il faut comprendre que les entités astrales qui vont supporter l'être humain ou les entités en voie d'évolution qui n'ont pas encore intégré le principe de la fusion vont procéder consciemment ou inconsciemment à un parasitage des énergies des individus avec lesquels ils sont en contact, étant donné que ces êtres ne sont pas complets. Tant que l'âme n'est pas totalement fusionnée avec l'esprit, n'est pas complète. Et pour compenser ce manque d'identité, ce manque de plénitude, eh bien, l'être va chercher l'énergie à l'extérieur d'elle-même pour s'en nourrir, étant donné qu'elle n'est pas capable de s'auto-nourrir elle-même à partir d'un auto-mouvement vibratoire qui est généré à travers l'activité créative de son esprit qui lui permettrait, si elle le vivait, de connaître un renouvellement créatif de nature perpétuelle. Si l'être humain n'est pas capable de connaître un renouvellement créatif de nature perpétuelle et il doit se nourrir de forme, c'est parce qu'il n'est pas complet. Puis cet être humain-là, à ce moment-là, où cet être extraterrestre est en mode recherche. D'ailleurs, c'est des êtres extraterrestres qui parcourent des milliards de kilomètres pour se rendre sur Terre, ou des distances extrêmement grandes, parce qu'il y a quelque part, il cherche quelque chose. Quelqu'un qui est dans son intelligence n'est pas cherché, par exemple, à étudier une civilisation terrestre, par la suite procéder à des contacts avec des personnes qui leur servent de cobayes, entre autres, pour des expériences de nature génétique. La personne qui est dans l'intelligence de l'esprit ne développe plus une science de nature empirique en utilisant des expériences scientifiques pour la développer avec du essai-erreur, en s'appuyant sur le principe de l'accumulation de la forme. La personne qui développe un contact avec l'esprit est génératrice dans son intelligence créative. Donc, autrement dit, elle est capable de faire agir la matière en fonction de sa volonté éventuellement, à mesure qu'elle intègre de l'énergie de l'esprit, puis lorsque le niveau d'énergie est suffisamment intégré, bien, à ce moment-là, elle est capable de générer ça. Tandis que si l'extraterrestre vise à procéder à des expériences sur des êtres humains pour voir comment ils se comportent par rapport à certains stimulus et par rapport à l'implantation d'implants énergétiques ou autres,
à partir de technologies sophistiquées ou des technologies... Ah, c'est intéressant, des technologies énergétiques. Ben, après tout, on développe différents niveaux de technologie. Il y a de la nanotechnologie, il y a de la technologie matérielle et il y a aussi la technologie des appareils sur le plan éthérique dans des réalités parallèles. Donc, c'est sûr que s'il y a des êtres qui développent des trucs par rapport à ça, puis font des essais puis des erreurs, c'est parce qu'ils sont en mode étude. S'ils sont en mode étude, ils sont en mode recherche. Tandis qu'un être qui se génère créativement n'a pas besoin, par exemple, d'utiliser des répercussions de manipulation génétique sur des cobayes, étant donné que la personne, à partir d'une conscience intégrale, n'a plus besoin, par exemple, de procéder à des expériences pour modifier sa génétique, étant donné que la volonté agit sur la matière. Donc, le simple fait de manifester l'expression de sa volonté et un faisceau d'énergie qui provient de son être en tant que rayonnement créatif va altérer la condition cellulaire. Donc, autrement dit, des expériences génétiques s'échelonnant sur plusieurs générations pour, par exemple, participer à l'hybridation entre des êtres humanoïdes entre eux n'est plus nécessaire rendu à ce stade d'évolution parce que la personne peut, à partir de sa volonté, modifier directement sa génétique étant donné que la vibration va modifier la forme qui compose les molécules de son corps biologique, les cellules, entre autres. Mais si l'être n'est pas capable de modifier directement les cellules par rapport à la manifestation et la canalisation de l'énergie indifférenciée du cosmos, ben à ce moment-là, elle doit procéder à travers de manipulations génétiques qui vont se l'échelonner sur plusieurs étapes, plusieurs volets. Un peu comme sur Terre, on a des manipulations génétiques qui sont faites par rapport aux OGM, organismes génétiquement modifiés. Bon, ben c'est que l'être humain actuellement doit comprendre que s'il est capable présentement de modifier certaines espèces, que ce soit biologiques, que ce soit des animaux ou des plantes, si par exemple on modifie un certain type de blé, sur le plan génétique, ou un certain type de blé dingue, ben, il faut comprendre qu'à quelque part, si l'être humain peut faire ça, il est possible que des espèces plus avancées dans le cosmos soient capables d'en faire autant. Puis aller beaucoup plus loin en termes de modification, puis en termes de sophistication dans les modifications. Donc, sur la Terre, on commence à développer la science qui permet de modifier des organismes génétiquement. Donc, ça fait même pas un siècle que c'est développé là, massivement là, par l'humanité présente. Parce que simultanément, sur Terre, il y a d'autres espèces qui procèdent à des manipulations. Fait que l'humanité actuelle, à la surface du globe, a développé des compétences récentes en matière de développement, entre autres par rapport au décodage du génome humain. Mais simultanément, il faut comprendre que cette humanité-là est en relation psychique avec d'autres êtres de nature énergétique qui l'ont développée, qui ont procédé sur elle à des altérations génétiques également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, la créature développe des capacités similaires au créateur, et ainsi la boucle est bouclée. Donc, autrement dit, il y a des êtres humains qui ont connu des manipulations génétiques, puis éventuellement, l'être humain est en train présentement de développer sur certains types d'êtres la capacité de générer des manipulations génétiques pour en altérer les propriétés, pour développer par exemple une plante qui est plus résistante au froid et ainsi de suite. Donc le développement du génie génétique présentement se fait au sein de l'humanité actuelle, mais simultanément il existe aussi d'autres humanités ou d'autres types d'espèces qui depuis le début supervisent les activités humaines et les observent et qui sont liées psychiquement au destin de l'humanité. Donc, les prophéties concernant, entre autres, le contact entre l'humanité actuelle et les extraterrestres ont leur fonction. C'est sûr qu'éventuellement, l'humanité actuelle va être mise en relation avec d'autres humanités dans le cosmos, d'autres êtres sur le plan physique, des êtres sur le plan psychique, des êtres dans d'autres dimensions. Puis à mesure qu'on va avancer dans le temps, puis à mesure que c'est des choses qui vont arriver. Donc, on se dirige vers ça. Donc, présentement, l'exposition de l'individu à des quantités de plus en plus grandes d'informations variées provenant d'Internet le prépare à l'exposition psychique à des quantités de plus en plus grandes d'informations et de multiplication de sources d'informations auxquelles il va avoir accès. Donc, c'est sûr qu'il y a une expansion par rapport à la connaissance auquel l'être humain peut avoir accès au niveau de la forme, puis aussi au niveau du savoir. Les deux, ça se fait spontanément, puis on se dirige vers ça.
notamment avec le développement des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui permet de créer de plus en plus des grandes quantités de données, des traités, et aussi le développement de l'informatique qui permet le développement de grandes quantités de stockage d'informations. Mais au-delà du développement de l'intelligence artificielle, l'être humain devra développer son intelligence réelle. D'ailleurs, éventuellement, toutes les tâches mécaniques répétitives que l'être humain faisait vont être de plus en plus remplacées par des automates, des robots, des assistants personnels informatisés. Et tout le volet mécanique répétitif va être remplacé par ça. Fait que l'être humain nouveau, dans quoi il va exceller, ben, c'est la manifestation de la créativité. Mais pour en revenir au sujet de l'enregistrement présent, désémotiver son rapport aux prophéties, ben, c'est d'être libre des émotions que ça peut générer, les prophéties. Donc, c'est sûr que dans le passé, il y a eu différentes prophéties qui ont été faites. Il y a eu des prophéties qui sont venues de Nostradamus. Il y a aussi un pape, entre autres, qui a fait des prophéties. Il y en a eu plusieurs. Donc, si la personne est émotive par rapport à des prophéties, parce qu'elle a réfléchi, on n'en fait pas une gestion qui est intelligente. Et c'est sûr que là, je vais ramener la vibration à un autre niveau. Je vais la amener sur un plan plus personnel pour compléter d'une manière plus mollo là, la fin de cet enregistrement-là. Donc, je vais changer de registre. Là, je suis en mode plus canalisation, exploration. Là, je vais le ramener sur le plan personnel pour vous partager un peu mon intégration, pour ramener ça au concret. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont se retrouver là-dedans pour que ça puisse faire sens par rapport à une intégration sur le plan personnel, de désémotiver le rapport aux prédictions. Donc, en ce qui me concerne, dans le passé, j'avais été, au début des années 90, pendant les années 90, j'écoutais des fois des documentaires à la télévision. Puis là, il y a des questions de prophétie pour le début des années 2000. Puis là, ça me faisait peur. Il était notamment question d'un très gros bug informatique qui était censé survenir parce qu'il y avait des ordinateurs qui n'auraient pas été programmés dans les années 80-90 pour faire le passage à l'an 2000. C'est-à-dire que le changement de date 99 à 2000 ne se ferait pas. Et puis là, il y avait des peurs qui étaient générées par rapport à ça, qu'il allait y avoir plein d'ordinateurs qui allaient tomber en panne, et ainsi de suite, et qu'il allait y avoir des catastrophes. Donc, je vibrais un petit peu la peur quand on me parlait de ça, les prophéties aussi de Nostradamus. Et par la chute, l'année 2000 a passé. Il n'y a pas eu d'événement choc en termes de méga-bugs informatiques, du moins pas à ma connaissance. On a continué à vivre. Puis c'était le changement aussi de millénaire. Donc, quand il y a un changement de millénaire, il y a des gens que ça fait peur, puis il y a des prédictions en lien avec ça qui peuvent être effroyables. Puis par la suite, il y a eu des prophéties qui ont été faites dans les années qui ont suivi. Et il y en a une qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes dans la population. Ça a été celle de 2012, plus précisément, celle en relation avec la fin supposée là, du calendrier Maya pour le 21 décembre 2012. Et ce qui a été particulier par rapport à cette prophétie, c'est qu'à l'époque, j'allais entre autres voir un conférencier et il était capable de canaliser. Donc, il y avait du contenu qui se dégageait de sa parole qui était vibratoire. Je le captais. Puis là, il parlait qu'il allait avoir des événements effroyables là, pour le 21 décembre 2012. Fait que là, je voyais que le gars, il était capable de canaliser. Fait que je me dis, il est branché. Puis comme je voyais qu'il y avait quand même un taux vibratoire qui était assez élevé, puis il me mettait en vibration quand il parlait, ben là, j'ai dit, il doit y avoir une réalité derrière ça, parce que là, le gars, il est en contact avec l'esprit, puis qu'il dit qu'il y a des choses qui vont arriver, notamment là, 3 jours sans... C'était quoi donc? La Terre allait arrêter pendant 3 jours, il y allait avoir des catastrophes, même le contact avec les extraterrestres, parce qu'on entrerait dans un autre âge, et ainsi de suite. Il en disait beaucoup. Puis le gars, il était vibratoire. Fait que là, à certains moments, pas tout le temps, mais comme je captais qu'il captait de l'esprit, ben je donnais de l'autorité. Puis là, je tombais dans la croyance par rapport à ces profils-là, à certains niveaux.
Puis ça me faisait vivre de la peur, parce que là, je voyais le temps passer, puis on se rapprochait du 21 décembre 2012. Puis là, en 2009, il y a eu le film là, qui a été fait, le film hollywoodien à gros budget sur 2012, où on présentait une situation avec des changements colossaux là, sur le plan terrestre, puis la destruction presque totale de l'ensemble de l'humanité, sauf une petite partie de l'humanité qui ont su se sauver en temps. Donc, c'est sûr que de regarder un film comme ça par rapport à l'avenir, c'est un petit peu déprimant. Et par rapport à ça, les jours ont passé, puis dans le fond, on est arrivé à l'an 2012, puis finalement, il ne s'est rien passé. Je pense entre autres à une personne que je connaissais qui avait peur là, le jour du 21 décembre, puis plus qu'on se rapprochait de 2012, je me suis dit non, c'est trop gros là, que du jour au lendemain, on vit dans une situation apocalyptique comme ça. Ça me disait non intérieurement. Puis, j'ai réalisé aussi que c'est pas parce que quelqu'un peut être momentanément en contact avec l'esprit que tout ce qu'il va dire va être réel et ajusté. Donc, c'est la raison, entre autres, pour laquelle que lorsque je vais canaliser, je vais dire aux gens, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si cela est réel. Donc, à ce moment-là, pour pas que, si à un moment donné, des interférences subjectives qui sont présentes dans ma parole, de la réflexion, et ainsi de suite sont là, ben, ça permet de neutraliser les effets néfastes par rapport à ça en mettant en garde les auditeurs des limites de ma parole. Donc, c'est sûr que pour moi, la plus grande preuve de respect que je peux faire par rapport aux gens qui m'écoutent, c'est de les ramener à eux-mêmes et de leur dire pour se protéger de moi-même et éviter qu'il y ait des dérapages par rapport aux propos que je tienne, de ne pas croire ce qui est dit puis de vérifier par vous-même, surtout par rapport au début de l'enregistrement que j'ai fait, où là j'ai été pas mal en mode canalisation. Mais tout ça pour dire que, bon, par rapport aux années 90, on parlait de l'an 2000, puis il y avait des documentaires chocs là, qui étaient présentés à la TV, ça me faisait vibrer de la peur. Passé 2000, j'ai un peu moins peur, je commençais à être un petit peu plus sceptique par rapport aux prophéties. Ensuite, celle de 2012 passée, ben là, je suis devenu pas mal plus sceptique. Et puis, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, quand on m'amène des dates par rapport à certains événements, dans le passé, j'avais pris en considération celle qu'avait amenée Bernard de Montréal, parce que je donnais de l'importance à Bernard. J'en donne encore, parce qu'après tout, il y a un taux vibratoire qui est extrêmement élevé. Donc, c'est sûr que d'écouter ces enregistrements, ça me dynamise et je m'en cache pas. Des fois, ça va me favoriser pour être dans la dynamique de la parole, de la canalisation. Et puis, Bernard de Montréal avait annoncé, il y a plusieurs années, au début des années 80, que lors de l'an 2014, il allait avoir la fin des banques. Et ça, c'est enregistré, là. C'est dans le cadre d'une conférence qu'il avait donnée en compagnie de Richard Glenn. Et puis là, je me suis dit, bon, ben là, c'est pas quelqu'un dans le nouvel âge, c'est pas un médium qui est fanatisé par la Sainte Vierge ou les anges. C'est Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, qui a amené des idées créatives. Puis là, j'étais curieux de voir qu'est-ce qui allait arriver. Et non. Depuis 2014, il y a encore des banques. Et il y a encore des gens qui doivent payer des montants sur leur carte de crédit. Donc, c'est sûr que depuis 2014, je reçois toujours des relevés de compte de mon institution bancaire pour que je paye à la fin du mois ma carte de crédit. Ça n'a pas disparu. Donc, le système bancaire n'est pas disparu. Donc, les institutions physiques, les banques n'ont pas disparu. Donc, la façon que ça a été annoncé, c'est pas arrivé. Mais ça n'empêche pas que pour les principes qu'a amené Bernard, que ce soit la pensée vient d'ailleurs, l'importance de ne pas croire, c'est des principes extrêmement importants. Sauf que de réaliser que, il y a eu des gens dans le nouvel âge, des fois j'avais le goût de dire le moyen âge, il y a eu des médiums, il y a eu des gens dans le domaine de la haute spiritualité, de l'occultisme et même dans le supramental, si on pense à Bernard de Montréal qui ont fait des prédictions, ça ne s'est pas arrivé avec des dates. Donc, j'en suis venu à la conclusion aujourd'hui de l'importance de désémotiver le rapport aux prédictions. Donc, de ne pas croire à ça rigidement. Parce que donner de l'autorité à une forme qui est datée, ben à ce moment-là, puis de croire à ça,
c'est de se départir d'une partie de sa volonté puis de son esprit critique. Quelqu'un qui croit aveuglement qu'en 2014, les banques vont disparaître, puis la personne elle s'endette massivement en disant « Ah ben là, ça va être fini, le système des banques, fait que je peux m'endetter. » Puis finalement, ça n'arrive pas. La personne est dans le pétrin. Un peu comme le cas qu'on m'a conté, là. C'est-à-dire que lorsqu'on était proche de 2012, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait parlé à une autre personne, puis comme la personne croyait, dur comme fer, qu'on se rapprochait de la fin du monde, eh bien, elle voulait pas faire de la recherche d'emploi en disant « Ah ben là, ça sert à rien, ça va être la fin du monde, donc pourquoi travailler, donc pourquoi pas jouir plutôt de la vie? » Mais le problème, c'est que le monde n'a pas fini en 2012. Fait qu'à un moment donné, la réalité rattrape les gens. Puis plus que la personne croit dur comme fer à des prédictions, et plus qu'elle peut avoir des comportements de nature émotive qui vont la désavantager. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, est extrêmement fanatisé par une prédiction, puis elle va se suicider en pensant que parce qu'il est annoncé qu'une comète va passer proche de la Terre, qu'à quelque part, c'est un vaisseau spatial, puis que si elle se suicide, elle va être embarquée. Bien là, elle est embarquée dans une estie de croyance, là. Là, elle se fait manipuler à l'os, là. Vous voyez à quel point ça peut aller, là, comment que ça peut déraper, là, l'affaire des prédictions puis de la croyance là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui, admettons, peuvent anticiper le pire, puis être tellement dans peur que c'est la fin du monde, qu'à ce moment-là, elles se mettent à vibrer émotivement à des états de déchéance, devenir dysfonctionnelle, peut être capable de travailler, nourrir les enfants, si elle a des enfants, ensuite de faire le ménage chez elle, ces choses-là. Donc, ça peut être très loin, la dérive des prédictions. C'est sûr que personnellement, par rapport à toute prédiction présentée, voire même à ce que je peux canaliser par rapport à l'avenir, pour moi, l'important, c'est de ne pas croire. Donc, qu'est-ce que les gens disent, peu importe leur autorité, puis également, qu'est-ce que je peux dire moi-même? Dans le passé, je peux annoncer des choses, puis ça ne veut pas dire que ça va arriver, surtout si c'est daté, parce que avec le temps, j'en venais à la conclusion que tout bouge tout le temps. Fait que ce qui est annoncé pour l'avenir est appelé à changer parce que l'univers se crée, se recrée dans l'instantanéité du moment présent. Puis une prédiction, c'est quoi? C'est une forme. Puis la forme, c'est quoi? C'est l'expression d'une énergie extériorisée sur le plan physique à un moment ponctuel. Mais ben, la même énergie, si elle s'exprime dans 2 jours, ça va être différent. Puis dans 3 jours aussi, si vous écoutez un enregistrement qui est question de la volonté, bon, ben s'il est fait dans 2 jours, dans 2 ans ou dans 20 ans, il va être différent. Moi-même, j'ai fait plusieurs enregistrements où je parle des fois de l'esprit puis de la conscience, puis dépendant à quel moment que je le fais, il y a des choses qui changent. C'est sûr qu'il y a des principes qui peuvent avoir une certaine stabilité dans le temps, mais il y a un changement quand même qui s'opère par rapport à la dynamique psychique dans laquelle je vais vivre parce que l'énergie, lorsqu'on la canalise, nous travaille et nous amène à changer et nous recréer créativement en proportion. Elle nous ajuste. Ce qui fait que dans 2 minutes, je vais être différent de ce que je suis présentement. Et ainsi de suite. On change tout le temps. On peut s'attacher d'une manière fixe à des formes. Par contre, ce qu'il faut comprendre, que si on agit ainsi, ben, c'est à notre détriment. Parce que plus qu'on est fixe, moins on peut suivre la fluidité de la circulation de l'énergie à travers soi et du mouvement de la vie. La vie est changement. Donc, on peut utiliser le célèbre paradoxe qui dit la seule chose qui est permanente dans l'univers, c'est son impermanence. C'est une belle formule paradoxale pour dire que la seule chose qui ne change pas, c'est le fait que tout change tout le temps. Donc, c'est sûr que pour la question des prédictions, je vais amener un élément personnel pour amener ça dans du plus concret, là, parce que depuis tantôt, surtout en début d'enregistrement, en me réfléchissant là-dessus, je trouve que j'ai été pas mal dans des considérations abstraites. Mais appliquées dans la vie de tous les jours, c'est quoi? C'est qu'il y a des prédictions qui sont faites, puis on ne donne pas le pouvoir à la forme que représente de la prédiction de nous émotiver. Que ce soit en tristesse, parce qu'on nous annonce des catastrophes climatologiques là, par des écologistes qui, dans certains cas, vont noircir exagérément le tableau dans le but de faire une propagande en relation avec la religion verte.
En fait, je vais ajuster mon propos. Pour moi, le respect de l'environnement est important. Par contre, il ne faut pas exagérer en relation avec la notion de respect de l'environnement et l'utiliser pour implanter d'une manière exagérée des peurs dans l'individu qui sont disproportionnées par rapport à une saine préoccupation du rapport à sa situation physique de l'individu. Donc, autrement dit, les gens qui pensent là, que du jour au lendemain, là, ça va être une situation apocalyptique comme dans le film 2012 de 2009, si on ne réduit pas la production de gaz à effet de serre d'ici 2 ans, qu'après ça, ben là, ça va être le déluge, puis tout. C'est exagéré. Mais c'est sûr que les gens peuvent utiliser la peur, puis utiliser des émotions extrêmement négatives pour mobiliser les gens à passer à l'action, parce que sinon, ils ne passeraient pas à l'action. Donc, il y a de la stratégie qui peut être derrière ça. Il peut y avoir un certain esprit de calcul aussi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est sûr que, dans le fond, je voulais en venir à amener un élément un peu plus personnel. C'est que, par rapport aux prophéties qui sont faites, avec le temps, je me suis détaché de ça. Au début de l'année 2000, ça me faisait vibrer. 2012, un peu moins. 2014, un peu moins. Puis là, aujourd'hui, lorsqu'on me présente des prophéties, que ce soit dans 2 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ça me rend indifférent. Dans le sens, ça ne me fait pas vibrer émotivement. Pour moi, c'est une perte d'énergie. Puis plus que j'avance dans le temps, puis moins je me sens déstabilisé par les prophéties, puis plus je suis stable dans le mental. Puis avec le temps, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, dans le temps où c'était à la mode de parler de 2012, au début des années 2000, 2005, 2008, à un moment donné, j'avais regardé un livre qui faisait des prophéties là-dessus, des sites Internet. Aujourd'hui, qu'on me parle de prophéties pour l'an 2023 ou autre, je m'en fous! Ça me contrarie. Pour moi, c'est une perte de temps de donner des dates par rapport à des choses. Il y a des événements qui sont prévus dans le temps, puis lorsque les événements arriveront, ils arriveront. Si vous suivez votre vibration, puis vous faites ce que vous allez faire, vous ne serez pas dans la merde, vous ne serez pas dans le pétrin, parce que vous allez être ajusté avec le réel. Les gens qui sont dans le pétrin par rapport à des événements qui arrivent dans l'avenir, c'est parce qu'ils manquent d'ajustement avec le réel. Si la personne vit en continuité avec le réel, puis elle apporte des ajustements appropriés dans sa vie, elle ne sera pas dans le pétrin, sauf si, pour des raisons de karma, des raisons évolutives, la personne a à être dans le pétrin pour se détacher d'un orgueil démesuré. Donc, c'est sûr que, par exemple, une personne qui est très orgueilleuse parce qu'il y a une belle maison, puis elle dit à tout le monde que c'est un château, du jour au lendemain, s'il y a une catastrophe naturelle, puis sa maison est inondée et c'est une perte totale, ben là, elle doit apprendre le détachement de la forme. Puis le fait qu'il y ait une catastrophe au niveau maritime majeur qui va faire en sorte que sa maison n'est plus viable, ben à ce moment-là, c'est intelligent parce que ça amène la personne à se dégonfler en tant qu'égo. Arrêtez de se prendre pour un autre puis s'imaginer qu'il est supérieur aux autres parce qu'elle vit dans un château. Donc, autrement dit, ça amène l'ego à être transparent. Mais si l'ego est totalement transparent, pour des raisons initiatiques, l'esprit ne cherchera pas à voler de l'information en relation avec des événements catastrophiques prévus pour l'avenir pour favoriser l'ego à se dépolluer puis à se détacher de la matière. Donc, si la personne est détachée de la matière puis elle donne la priorité à la vibration dans sa vie, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de connaître une maison qui est inondée pour apprendre à se détacher de la forme que représente la maison qui peut avoir une très grande valeur au niveau social, puis la personne faire de l'autorité à partir de ça, puis se donner une importance démesurée, puis s'imaginer que la maison qu'elle a fait en sorte qu'elle est plus intelligente que les autres, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, le fait que des informations soient voilées peut servir temporairement pour des raisons évolutives à ce que des égos vivent des chocs de vie pour se réajuster à l'intelligence de l'esprit et qu'ils deviennent plus transparents avec le temps en relation avec l'éclosion et la destruction de formes qui ne sont pas réelles dans la vie de l'individu. Donc, l'orgueil que la personne rattache à la maison qui fait qu'elle se sent plus intelligente que les autres, puis qu'elle se compare, en disant « Ah, moi, je suis dans un château, toi, t'es dans un taudis », c'est pas intelligent à agir comme ça. Fait que ça, si la personne entretient ça, l'esprit va défaire ça parce que ça mobilise de l'énergie inutilement qui pourrait être utilisée ailleurs, dont notamment dans une activité de canalisation d'énergie créative qui peut passer à travers lui. Donc, autrement dit, l'esprit, qu'est-ce qu'il cherche à optimiser l'individu? Toutes les pertes d'énergie associées à des réflexions qui nourrissent un orgueil, pour lui, c'est comme, par exemple, dans un tuyau, vous avez un trou qui va faire en sorte qu'on va perdre des gouttes d'eau. Donc,
le tuyau vise à amener l'eau dans une direction avec le boyau d'arrosage pour, par exemple, arroser un feu. Mais si le tuyau, il y a une partie de l'eau qui est perdue parce qu'il y a un trou qui fait que ça ne se rend pas à la destination visée, ben à ce moment-là, c'est une perte de liquide. Au même titre que la réflexion, c'est une perte d'énergie du point de vue de l'esprit, parce qu'à ce moment-là, ça ne permet pas à l'individu d'utiliser totalement l'énergie à bon escient. Donc, c'est sûr que l'esprit va travailler l'individu pour qu'il soit en mesure de canaliser avec le temps d'une manière de plus en plus adéquate son énergie. Et puis, c'est sûr que l'esprit, c'est particulier. C'est intéressant ce qui me vient ici. C'est que ça me dit intérieurement que l'esprit va amener des informations nouvelles au sein de l'individu pour le dynamiser par rapport à l'avenir, pour l'amener à faire des projets par rapport à l'avenir, dans un certain sens. Ça va l'amener de l'information nouvelle. C'est sûr que si c'est récupéré par l'ego, ben, l'individu peut jouer au sauveur puis dire « Ah, ben, je vais devenir un prophète, je vais faire des prédictions, je vais être reconnu par la population pour annoncer des événements. » Mais si l'individu, en tant qu'ego, cherche à se doter une notoriété publique en annonçant des événements en choc pour se donner une importance puis se glorifier en tant qu'ego et pour que les autres personnes lui vouent un culte, ben à ce moment-là, l'esprit va mettre en échec cet ego-là en introduisant, entre autres, de la désinformation à travers sa parole pour éviter que les gens la mettent sur cette personne-là sur un piédestal. Parce que si des gens sont mis sur un piédestal, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens qui sont les disciples de ces personnes, qu'ils voient comme étant des sauveurs, des messies, ben, ils ne se développent pas sur le plan psychique, puis ils ne développent pas une autonomie pour être eux-mêmes capables de canaliser. Donc, si la personne qui canalise publiquement de l'information cherche à nourrir un orgueil par rapport au fait qu'il a accès au contact pour se sentir plus grand que les autres, puis utiliser ça au détriment des autres dans une optique de domination subtile et de faire des gens des disciples autour de lui, ben, l'esprit va contester ça, cet état de fait, en créant des scandales, que ce soit financiers ou autres d'abus, qui sont dévoilés ou dénoncés. Mais en fait, c'est pas l'esprit. Ben oui, c'est l'esprit dans un sens qui va passer à travers des individus interposés qui vont avoir clair dans le jeu de ces individus-là et qui vont exercer l'esprit critique pour le contester. De toute façon, toute forme de déséquilibre va être éventuellement réajustée par rapport à l'esprit. Et cela vaut également pour les déséquilibres environnementaux occasionnés par rapport à la pollution. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont exposés à l'époque actuelle par des environnementalistes qui font des prédictions catastrophiques à l'égard des changements climatiques. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit va viser à équilibrer, à neutraliser les impacts de la pollution sur Terre. Ça a arrêté parce que ça me dit intérieurement que les changements climatiques ne sont pas de la responsabilité totale de l'être humain. Essentiellement, les changements climatiques arrivent parce que la Terre a son rythme, a ses cycles. Ce qui est de la responsabilité de l'être humain, c'est la pollution qui l'occasionne. Et la pollution sur le plan physique est en relation avec la pollution que l'être humain connaît sur le plan psychique à son insu, étant donné que pour beaucoup d'êtres humains, ils connaissent à leur insu des liaisons avec des entités astrales qui les bombardent de pensées mémorielles, qui sont les déchets, les résidus d'une manifestation d'une intelligence créative ponctuelle. Si l'être humain serait capable de toujours vivre en fonction d'une manifestation actualisée de l'intelligence créative dans son mental, il ne vivrait pas de mémoire. Si l'être humain ne vivrait pas de mémoire, il ne vivrait pas de résidus du passé. Donc, autrement dit, il ne vivrait pas sous l'influence des déchets du passé. Et éventuellement, il ne générerait plus de déchets sur le plan physique qui s'accumuleraient comme la mémoire qui s'accumule. Pourquoi que l'être humain génère des déchets sur le plan physique présentement? C'est parce que l'être humain n'est pas en contact avec l'énergie totale de l'esprit qui lui permettrait d'administrer adéquatement les ressources matérielles d'une manière totalement intelligente pour éviter qu'il y ait des résidus d'éléments matériels qui soient mal utilisés. Les déchets sont produits à l'heure actuelle parce que l'être humain ne bénéficie pas d'une science intégrale qui est en harmonie avec l'esprit. Si par exemple on produit des dépotoirs par rapport à des produits faits de métal, les produits faits de métal servent à quoi? Si on pense entre autres à une automobile, ça sert à compenser le fait que l'être humain ne peut pas se matérialiser et rematérialiser un endroit au moment voulu. Donc, comme il ne peut pas se déplacer en projetant sa pensée à un autre endroit dans le cosmos et s'en rematérialisant à cet endroit, comme peut le faire un héros
comme il y a un personnage de X-Men là, qui fait ça. Je pense que c'est le Diable Bleu. Je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelle, mais j'ai l'image en tête qui me vient. Donc, si l'être humain n'est pas capable de faire ça, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des autos pour compenser. Parce que essentiellement, la technologie matérielle est en relation avec une compensation sur le plan physique du fait que l'être humain n'est pas capable de contenir l'énergie de l'esprit. Mais si l'être humain serait capable de contenir l'énergie de l'esprit directement, il n'y aurait pas besoin de produire une très grande quantité d'objets sur le plan physique, étant donné qu'il procéderait à partir de l'énergie de l'esprit directement. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait plus de pollution associée à générer des véhicules sur le plan physique, comme des automobiles à partir de pièces de métal, puis après ça, se ramasser avec des dépotoirs remplis de pièces de métal. Il n'y aurait pas la production aussi de contenants de plastique pour contenir de la nourriture, parce qu'éventuellement, l'être humain va être capable de se nourrir directement de l'énergie différenciée dans le cosmos. Donc, il n'y aura plus besoin de se nourrir sur le plan biologique. S'il n'y a plus besoin de se nourrir sur le plan biologique, il n'y a plus besoin de contenants de plastique jetables pour contenir la nourriture. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de déchets de plastique dans les océans qui vont avoir un impact sur la flore marine et la contaminer. Donc, c'est sûr qu'en réalité, les forces vont travailler l'humanité pour qu'ils deviennent plus conscients, plus autonomes. Mais d'ici là, tant que l'être humain ne peut pas contenir l'énergie directement des forces, ben qu'est-ce qui arrive? Il va produire des déchets. Mais éventuellement, il doit être capable d'en produire moins. Et éventuellement, il doit avoir un rapport de plus en plus ajusté avec l'environnement, puis c'est appelé à aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est la direction que je vois. Lorsque je canalise, je suis intéressé à avoir des directions par rapport à l'avenir, mais par rapport à ce que je dis, croyez pas à ça. Vérifiez intérieurement si c'est réel ou pas, puis je donne pas de date par rapport à ça. Je ne donnerai pas de date aujourd'hui pour vous dire qu'en 2070, les principaux problèmes de pollution vont être neutralisés. Pourquoi? Parce qu'on peut voir quelque chose à un moment donné, puis d'ici là, peut-être que ça va aller plus vite, peut-être que ça va aller moins vite. Ça dépend. Ça dépend de la capacité d'absorption des gens, de l'énergie de l'esprit, puis de leur vitesse à apporter des changements significatifs dans leur vie et leur capacité aussi à rendre leur ego transparent pour être capable d'interférer l'intelligence de l'esprit et être en mesure de canaliser des inventions qui vont favoriser, entre autres, le respect de l'environnement si on parle de la problématique associée à la pollution terrestre ambiante qui est galopante à l'époque actuelle. Donc, c'est sûr que par rapport aux prédictions, il ne faut pas vivre ça avec l'émotivité, puis occupez-vous de votre vie. C'est ce qui me vient en tête, là. Occupez-vous de votre vie, là, être en santé, faire de l'activité physique si vous n'en faites pas assez dans votre existence pour que votre corps physique soit ajusté. Ensuite, occupez-vous de vous alimenter d'une manière adéquate. Occupez-vous aussi d'avoir du relationnel avec des gens qui vous respectent, que vous êtes bien. Occupez-vous d'avoir une bonne santé financière, bien gérer vos finances. Occupez-vous par la suite des différents aspects du quotidien. Parce que si l'être humain pense juste aux prophéties et il néglige sa vie de tous les jours, ben à ce moment-là, il va avoir ses yeux rivés vers l'avenir. Pourquoi? Parce que son présent est merdique. Puis si son présent est merdique et il ne change pas sa vie, ben, son avenir reste d'être merdique et en continuité avec ce qui est dans le moment présent. Parce que la vie d'un individu ne change pas par magie. Il peut vivre des chocs qui peuvent favoriser un changement chez lui. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un engagement que la personne doit faire. Si elle canalise vibratoirement qu'elle doit s'entraîner physiquement, ben, si elle vit en harmonie réellement avec l'esprit, elle va le faire. Puis ça peut aller dans plusieurs directions. Puis si elle canalise qu'elle doit arrêter de manger de la nourriture grasse, ben, elle doit arrêter. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit peut amener à canaliser à faire des choses qui ne sont pas nécessairement politiquement correctes, puis associées à la morale ou à la mode de l'époque. Donc, si ça devient de plus en plus à la mode de pratiquer le végétarisme, ça se peut que l'esprit dise à une personne de manger de la viande ou de fumer les cigares si le fait de non fumer est de plus en plus à mode. L'esprit peut amener différents éléments. C'est de vérifier vibratoirement si c'est réel, que la personne a à faire ça, avec la communication qu'elle a avec l'interne d'elle. Donc, c'est tout simplement là-dessus que je voulais en amener. Mais c'est pas fini parce que je voulais donner un exemple
concret. C'est que dans mon cas, j'ai été en relation avec mon ancienne compagne pendant environ 12 ans. Et par la suite, lors de l'année passée, à l'automne, eh bien, j'ai rencontré l'un de mes amis et qui m'a fait la prédiction, qui m'a fait l'annonce en canalisant que ça allait prendre 10 ans avant que je sois de nouveau en couple. Donc, il m'a fait ça devant moi. Il a utilisé, dans le fond, sa parole, sa vibration. Quand il canalisait, je sentais qu'il était sincère, mais par rapport à ça, ayant vécu des déceptions par rapport à des prophéties, du nouvel âge, par rapport au calendrier Maya, Nostradamus, ces choses-là, je regardais ça, mais je n'ai pas donné de l'importance à la forme que représente la prophétie. Je l'ai écouté, parce que c'est quelqu'un que je connais. Donc, j'étais en mode ouverture, mais je n'adhérais pas à la forme. Parce que c'est sûr que si je m'aurais réfléchi en disant « 10 ans, ça va être long, ça va être pas drôle, c'est triste, etc. », j'aurais émotivé ma conscience. Puis là, j'aurais tombé dans un mode de réflexion. Tu sais, quelqu'un qui se fait dire « Ah, tu ne seras pas en couple avant 10 ans », puis réfléchissez ça à chaque jour, puis il y a la voix dans la tête qui dit « Ah, c'est triste, je suis seul, je m'ennuie, blablabla », puis il se fait astraliser par ça, son taux vibratoire descend. Non. Il a dit ça, j'ai écouté, j'ai pas vibré par rapport à ça. Puis par la suite, curieusement, en fait, un peu plus d'1 an de ma séparation de mon ancienne compagne, en fait, tout récemment, eh bien, elle a pris contact avec moi par téléphone, on s'est parlé, on s'est revus, puis finalement, on a repris ensemble. Donc, la prophétie que ça allait prendre 10 ans en l'année passée, donc il restait à peu près 9 ans avant que j'aie une nouvelle compagne, ne s'est pas actualisée, étant donné qu'un peu plus d'1 an après sa séparation, on a repris ensemble. Donc, autrement dit, on peut canaliser différentes choses par rapport à l'avenir. Sauf que ce qui est important, c'est de ne pas croire par rapport à des dates, à des échéanciers, pour ne pas être fixe, figé, rigidifié, en lien avec certaines informations qu'on nous présente en relation avec l'avenir. Parce que ça, on peut être piégé par rapport à ça. Puis surtout si on la réfléchit, quelqu'un qui s'est fait dire, par exemple, tu ne seras pas en relation avec une femme au niveau du couple d'ici 30 ans, ça fait long, comme temps à contenir puis à attendre. Encore là, attendre, c'est une attitude psychologique de l'individu. Mais au niveau psychique, ça fait beaucoup de temps à contenir. Puis là, si la personne désire être en relation, puis on dit c'est en 30 ans, elle peut vivre extrêmement de la tristesse en grande quantité. Parce qu'on lui dit ça, puis elle réfléchit pas, elle reste neutre. Puis là, elle regarde comment se placent les événements. C'est sûr que dans mon cas, j'ai pas eu à attendre 30 ans, j'ai pas eu à attendre 10 ans comme on l'a annoncé. En fait, j'ai repris avec elle un peu plus d'1 an après. Donc, puis ça, je m'attendais pas à ça. Ça a été un revirement de situation extrêmement spectaculaire dans ma vie. Parce qu'à peine quelques jours, on m'aurait dit « Tu vas reprendre avec ton ancienne compagne. » On m'aurait dit ça, puis j'aurais dit « Non, ça se peut pas. » Mais pourtant, c'est arrivé. Donc, autrement dit, par rapport à toute forme de prédiction, de prophétie, d'annonce pour l'avenir, bien, il faut prendre ça, pour utiliser la belle expression québécoise, avec un grain de sel. Il faut prendre ça mollo, il faut prendre ça léger. Un peu comme les prédictions météorologiques. Donc, on annonce certaines choses, on annonce des possibilités de pluie, des possibilités qu'il y ait des nuages, qu'il y ait du soleil, peu importe. Bon, on regarde ça, puis des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. C'est sûr qu'il y a des tendances au niveau climatique, au même titre qu'il y a des tendances par rapport à des événements. C'est sûr que j'ai la certitude intérieurement qu'un jour, l'humanité actuelle sera confrontée au phénomène extraterrestre qui va se dévoiler publiquement et que l'être humain aura à composer avec les extraterrestres et à interagir avec eux. Puis ça fait partie du devenir de l'humanité. Au même titre qu'éventuellement, il y aura le phénomène de la décroissance de la population mondiale. Donc, la population mondiale augmente depuis plusieurs millénaires sur Terre par rapport à l'humanité actuelle, mais éventuellement, il y aura un jour où elle arrêtera d'augmenter. Parce que ça ne peut pas augmenter éternellement, là. Les ressources de la Terre sont limitées, quand même qu'il y ait des innovations technologiques ou autres, bien, il y a quand même plusieurs personnes sur Terre et éventuellement, il y aura une stabilisation de la population et l'entrée dans un autre cycle de développement en relation, entre autres, avec le contact avec les extraterrestres. Mais que ça arrive ou non de mon vivant, je m'en calisse. Je m'en fous, moi, tabarnak.
Moi, ce qui m'importe, c'est d'être bien dans ma peau. Là, je pense entre autres, puis ça me met en colère, à un médium, quelqu'un qui a fait des prédictions pendant une bonne partie de sa vie concernant l'avenir, puis finalement, les hosties d'événements de fin de cycle, il les a pas vécus. Il a vécu une humanité actuelle avec la consommation, les autos, les restaurants. Donc, tu sais, on peut apporter beaucoup d'importance aux événements de fin de cycle, comme certains médiums ou certaines personnes qui font des prédictions. Puis ces gens-là, dans le fond, peuvent vivre leur vie, puis s'ils surinvestissent leur intelligence à canaliser de l'information par rapport à ça, de mon point de vue, c'est une perte d'énergie. Donc, à quoi sert de penser à des événements destructifs, c'est pas nécessairement constructif, bon, par rapport à la fin d'une civilisation? La personne peut passer une bonne partie de sa vie à réfléchir là-dessus, à canaliser là-dessus, puis finalement, la personne meurt, puis c'est pas arrivé de son vivant, elle l'a pas vécu. Mais elle était là pour annoncer ça. Puis il y a certains plans qui se sont servis d'elle pour annoncer ça à l'humanité. Puis il y a certains plans qui se sont nourris du fait que des êtres humains ont vibré émotivement de la peur par rapport à des prédictions qui ont été annoncées. Donc, autrement dit, d'amener dans la pensée d'une personne qui est, par exemple, spéciale, puis elle peut canaliser des choses sur l'avenir, à caractère catastrophique, etc. Si la personne se nourrit d'un ego par rapport à ça, puis qu'elle agit dans ce sens-là, puis elle trouve ça valorisante, puis elle a l'attention des gens, puis les gens se font astraliser là-dedans, puis elle aussi, puis il y a un renforcement d'astralisation mutuelle entre elle puis les gens, parce que les gens en redemandent des prophéties, puis elle en redonne, et ainsi de suite, il y a une escalade, mais plus qu'elle en donne, plus qu'elle en veut, et ainsi de suite, ben, il y a un enlisement des gens par rapport à de l'astralité qui les empêche de bien s'occuper de leur vie ici maintenant. Donc, c'est sûr que la priorité pour moi, c'est d'être bien dans ma peau, pas les prophéties. C'est moi avant les prophéties dans ma vie. J'en suis venu à ce point-là. Puis, tu sais, je pense entre autres à une personne qui a passé beaucoup de temps de son vivant à parler d'événements qui allaient arriver dans l'avenir, qui allait arriver ça, puis finalement, elle ne l'a pas vécu. Fait que pour moi, parce qu'on peut voir très loin dans le futur. Tu sais, on peut s'imaginer qu'on voit pour 30 ans, mais en réalité, c'est peut-être 300 ans ou 3000 ans. Ça dépend à quelle vitesse l'humanité va se développer. Donc, ça ne sert à rien de voir trop loin par rapport à des choses qu'on ne vit pas, parce qu'à ce moment-là, on néglige le moment présent. Puis si on n'est pas bien dans le moment présent, puis on croit qu'on va être bien, on va être mieux dans le moment futur, puis on meurt entre-temps, ben on ne sera jamais bien. Puis on va être obligé de se réincarner dans l'espoir d'être mieux. Puis quand on est incarné, si on croit qu'après la mort, on va être mieux parce qu'on va aller au paradis, on va aller voir les anges, ben on n'est jamais bien. C'est pour ça que l'être humain doit s'organiser pour être bien dans les ici et maintenant. Pour reprendre un célèbre adage, quand, sinon maintenant, ou sinon ici. C'est là qu'il doit développer son plein potentiel, puis l'utiliser pour faire des actions concrètes dans sa vie tous les jours pour être bien dans sa peau. Bon, ben, c'est tout le temps là-dessus que je reviens dans mes enregistrements, mais c'est fondamental. Le reste, là, qu'est-ce que vous êtes annoncé par les anges, les extraterrestres, les maîtres ascensionnés, tout ça, là, ça peut être source d'égarement psychique et de détournement de choix, qui est la plus haute forme de détournement. Parce que ça empêche l'être humain d'être centrique, d'être son propre foyer de rayonnement, parce qu'il donne l'autorité à des choses extérieures à lui, pour déterminer sa vie. Moi, je ne donne pas l'autorité à des croyances, à des prophéties pour déterminer ma vie. Je préfère affirmer vibratoirement qu'est-ce que je veux dans ma vie. Calice. Donc, voilà où j'en suis. Puis il faut être dans le feu de sa conscience pour se manifester, puis apporter des ajustements, puis utiliser ça comme volonté pour faire ce qu'on a à faire dans notre vie. Moi, par exemple, cette semaine, là, j'avais comme objectif de m'entraîner physiquement, suivre mon entraînement. Là, j'ai 2 jours sur 3 de fête. Là, je vise à respecter la 3e journée comme la semaine passée. Puis là, j'exerce ma volonté là-dedans. Puis en m'entraînant comme ça physiquement, en faisant une variété de mouvements, bien, ça me permet d'être bien dans mon corps, de me sentir vivant, au lieu de passer tout mon temps là, devant l'ordinateur à parler. Bien que ça a une certaine utilité parce que ça me dynamise dans le mental, mais la dynamisation du corps physique à travers le corps biologique mis en activité à travers l'entraînement, pour moi, ça me permet d'être bien dans ma peau. Puis c'est un grand bénéfice pour ma vie. Parce que notamment l'activité physique occasionne la sécrétion de l'hormone de l'endorphine dans mon cerveau qui favorise un état de bien-être. Donc ici, je parle d'activité physique soutenue, là, un peu plus que la marche rapide, comme par exemple faire du jogging ou certains mouvements d'entraînement particuliers. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement.
Ça fait environ 1 heure que je parle, là. Donc, faut terminer ça à un moment donné. Je vous remercie de votre écoute pour les gens qui l'auront écouté au complet parce que c'est quand même un long enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.